À notre grand regret, la rencontre abonnée du 18 octobre est annulée, en raison du contexte sanitaire et des mesures prises récemment à Paris pour y faire face. L'événement Fluktuat nek mergitur est en revanche maintenu et dématérialisé. Vous pouvez donc toujours y participer si vous êtes dans le coin, c'est sympa et ça financera des frayeurs artificielles. Pour plus d'informations, consultez notre page Facebook ou l'onglet Communauté. Voilà. Désolé pour cette annonce un peu abrupte, maintenant, on peut commencer. Salut les mordus et bienvenue dans Réotaxi, la FAQ des pêcheurs curieux. Mais c'est quoi encore ce nom de format à la con là? La réotaxie, c'est la manière dont les poissons, entre autres, réagissent au courant pour se maintenir en place en dépensant le moins d'énergie possible. Le courant, c'est vos questions, dans les commentaires ou ailleurs. Notre réotaxie, c'est notre façon d'y répondre pour que tout le monde en profite dans de petites vidéos pas trop lourdes. Ouais, en gros, c'est un format de feignant où vous faites des micro-sujets pompés dans les commentaires. Eh ben écoute, tu sais quoi? C'est exactement ça. Et au programme, aujourd'hui, on vous parle de salive anticoagulante chez les brochets, on vous dit combien d'espèces de poissons exactement sont présentes en France, mais avant ça, on commence par répondre à vos questions sur notre dernier H2Ox qui parlait d'hémophilie chez les poissons. Si vous l'avez manqué, c'est par là que ça se passe, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et aller y jeter un coup d'œil. Et en attendant, moi, je balance le générique. Première question qui nous a été posée plus d'une fois. La coagulation, chez les poissons, a-t-elle plus d'importance à cause d'un volume sanguin moins important que chez les mammifères? Eh bien, pour répondre à cette question, commençons déjà par regarder les volumes sanguins et par les comparer un petit peu. Les valeurs peuvent varier selon la méthode de mesure utilisée. On va donc considérer des valeurs moyennes pour une seule de ces méthodes appelée Evans Blue. En récupérant des données sur plusieurs études, j'ai calculé les valeurs moyennes obtenues pour plusieurs mammifères, d'une part, et espèces de poissons d'autre part. Ça nous donne un volume sanguin moyen de 8,31 ml pour 100 g de masse corporelle chez ces mammifères, contre 5,18 ml pour les poissons considérés. Le verdict semble donc sans appel, les poissons auraient bel et bien moins de sang proportionnellement à leur masse corporelle que les mammifères. Mais ces valeurs sont à relativiser car de nombreux facteurs diffèrent en termes de besoins notamment. Par exemple, le cerveau est bien plus développé chez les mammifères et consomme énormément d'oxygène, ce qui demande du coup plus de sang. D'ailleurs, les reptiles ont également moins de sang que les mammifères, et ont des structures cérébrales également moins complexes, proches de celles des poissons. Et il ne faut pas oublier que la pression de l'eau réduit probablement un peu la vitesse à laquelle le sang s'échappe en cas d'hémorragie. Bref, les poissons ont effectivement moins de sang, mais s'ils se sont développés comme ça au fil de l'évolution, c'est parce que ça fonctionne, et c'est l'essentiel. Après, pour ce qui est de savoir si c'est précisément la raison pour laquelle le sang des poissons coagule plus rapidement que le nôtre, l'évolution nous passera jamais un coup de fil pour nous dire pourquoi tel organisme est gaulé comme ça. Attendez, 2 secondes. Ouais, je suis en tournage là. Ah merde, désolé, je fais rapide. Je me présente, je suis l'évolution. J'avais un truc super important à vous dire sur les souches de truites. En fait, à la fin de la dernière glaciation, les truites ont dû et du coup, les méditerranéennes, en fait, elles font Enfin, bref, faites tout de même attention à vos poissons, prenez-en soin, sortez-les le moins possible de l'eau et continuez d'appliquer vos bonnes pratiques d'une manière générale. Faisons au mieux. Venons-en sans plus tarder à la question suivante, simple curiosité concernant le fonctionnement des thrombocytes, l'équivalent de nos plaquettes chez nos amis les poissons. La question est la suivante. Si les thrombocytes ont un noyau, et donc du coup du matériel génétique, ont-ils vocation à faire de la mitose? Alors la mitose, pour ceux qui auraient séché ou oublié leur cours de biologie du lycée, c'est le processus au cours duquel les cellules se dédoublent en dupliquant leur matériel génétique au passage.
pour permettre la régénération et la croissance. Et cette mitose nécessite donc effectivement un noyau, puisque c'est dans ce noyau qu'on trouve les chromosomes. Mais un noyau n'implique pas forcément de la mitose. Chez nous, les plaquettes sont produites par la désagrégation de grosses cellules souches qui peuvent ainsi en générer plus de 1000 en se fragmentant. Chez les poissons, ça n'a pas grand chose à voir. Les thrombocytes sont en réalité produits dans la rate et le foie par évolution de leucocytes de petite taille, des globules blancs donc. Les thrombocytes ne font donc qu'hériter de leur noyau et ne se reproduisent pas, donc pas de mitose. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ces leucocytes ne se reproduisent pas par mitose non plus. Ils se multiplient par division amitotique. Alors je coupe un peu les cheveux en quatre, mais c'est légèrement différent parce qu'il n'y a pas de reproduction des chromosomes. Venons-en maintenant aux questions un peu plus en vrac, et commençons avec la fameuse question du nombre d'espèces de poissons en France. D'après l'INPN, on dénombre 822 espèces de poissons en France métropolitaine. Sur ces 822 espèces, 90% passent au moins une partie de leur vie en mer. Ça concerne évidemment les poissons marins, mais aussi les poissons amphihalins comme le saumon, la truite commune, l'anguille ou encore les 3 espèces d'aloses. Si on étend la zone à l'ensemble des territoires français, on arrive à 5655 espèces, un chiffre qui donne un peu le vertige, dont 2575 se trouvent en Nouvelle-Calédonie et vont donc rester en France pendant encore quelques temps. En ce qui concerne les poissons d'eau douce de France métropolitaine, ce n'est qu'une petite partie de tout ça, puisqu'on parle de 108 espèces, toujours selon l'INPN. Mais bon, j'ai envie de dire qu'on a déjà du boulot si on veut toutes les capturer, alors à vos Pokéballs, à vos cannes à pêche. Bon, avant de passer à la question suivante, sachez tout de même que ces chiffres restent assez discutés, notamment du fait que certains auteurs considèrent certaines lignées comme des espèces à part entière. Et ça, on en a déjà parlé dans notre vidéo sur les souches de truites, ça se passe ici. Allez, on enchaîne avec une autre question qui est déjà revenue une paire de fois, mine de rien, le brochet dispose-t-il vraiment d'une salive anticoagulante ? Alors là, on se retrouve encore une fois avec une idée reçue dont on ne trouve aucune source nulle part. J'avais pensé à en faire un H2Ox au départ, mais ça faisait un petit peu court comme sujet, vous allez voir. En y réfléchissant 2 secondes, on peut se demander quel genre d'utilité ça aurait pour notre cher brochet. Il n'est pas hématophage, ne se nourrit donc pas de sang, il engame ses proies directement pour les avaler, et quand on voit les cicatrices assez vénères que portent certains poissons après avoir survécu à des attaques de brochet, on a toutes les raisons de douter du bien fondé de cette idée. Mais je vais la désamorcer très rapidement en vous disant une chose très simple et très claire. Ah tiens, ça nous changera d'habitude ça. Les poissons n'ont pas de glandes salivaires, et donc pas de salive. Bon, ça n'empêche pas qu'ils puissent avoir autre chose à la place, je vous le concède. Et puis d'ailleurs, c'est le cas. En effet, une substance est excrétée dans les cavités buccales et dans l'œsophage du brochet, comme les autres poissons d'ailleurs, la mucine. La mucine, ou plutôt les mucines d'ailleurs, ce sont des protéines constituants principaux du mucus. En l'occurrence, elles ont un rôle de protection mécanique de la bouche et de l'œsophage du poisson lorsqu'il s'alimente, histoire qu'il ne se blesse pas avec les parties dures ou piquantes ou tranchantes de sa nourriture. Ouais, donc en fait, c'est du lubrifiant quoi. Barre-toi, tout de suite. Et des mucines, on en sécrète aussi, nous autres humains, dans notre salive et ailleurs dans notre organisme. Ce genre de protéine est également utilisé comme émulsifiant dans les domaines cosmétiques ou pharmaceutiques. Et entre nous, pour y avoir bossé, c'est pas franchement le genre de milieu qui se permet de balancer des anticoagulants comme ça dans les formules. Voilà, une idée reçue de plus, remisée au placard à conneries. Et encore une victoire de connard. Bon, mais du coup, pourquoi on saigne autant quand on a eu le malheur de laisser traîner nos doigts au mauvais endroit en manipulant un brochet? Ça m'est arrivé en Suède, quand j'y pêchais mes premiers brochets, il y a déjà une dizaine d'années. Ça a duré plus de 2 heures et c'était bien merdique. Et je m'étais déjà posé cette question à l'époque d'ailleurs.
Et donc je pense, et c'est un raisonnement assez personnel, qu'en réalité c'est la structure des blessures qui fait qu'en dépit d'une coagulation aussi efficace que d'habitude, le caillot met plus de temps à boucher le trou. En gros, le problème vient du trou, et pas du bouchon. Voilà. Si vous déchirez un vaisseau sanguin à plusieurs endroits et dans le sens de la longueur, comme ça m'est arrivé une paire de fois, c'est pas étonnant que ce soit un petit peu compliqué à colmater. D'autant que les parties blessées sont en général des parties très mobiles et du coup très irriguées. Nos mimines elles bougent tout le temps, du coup elles sont pleines de petits vaisseaux sanguins assez fragiles pour alimenter les muscles. Et du coup ça a vite tendance à pisser quand on se blesse de base. Donc entre ça et des blessures de nature un peu cradingue, le résultat c'est qu'on saigne beaucoup et longtemps. Mais ça n'a rien de choquant, ni de surprenant, et au final, je vous garantis que c'est rien à côté d'une trancheuse à jambon pour avoir eu l'ineffable chance de pouvoir comparer. Et ça, juste d'y repenser, ça me file des nausées. Voilà, c'est la fin de cette première FAQ des pêcheurs curieux. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer les questions que vous vous posez en commentaire. On essaiera d'y répondre autant que possible. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne de plein de manières différentes maintenant, tout est en description. Nos premiers soutiens financiers m'ont permis d'acheter une nouvelle carte SD sur laquelle j'enregistre cette vidéo et ont accessoirement participé à l'achat d'une nouvelle lumière de studio professionnelle. Donc merci encore les gars. Si vous vous posez la question quant à la réalité scientifique à propos des souches de truites, on a fait un axe bio dédié au sujet qui s'affiche sur votre écran maintenant, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, on se retrouve là-bas, et sur ce, moi je vous dis, soyez curieux, gardez la pêche, et à la prochaine.